Parce que si tu veux parler un peu du niveau de vie ici, si tu as l'équivalent de 1 000 € par mois, tu vis très bien ici. Très très bien. Mieux qu'à Dubaï, mieux qu'à Hong Kong. Là, on est en train de faire un scénario avec 2 vendeurs, un français qui commence avec le même budget qu'un autre en Bulgarie et qui vendent les mêmes produits, les mêmes marges et tout. Et on se rend compte que sur 3 ans, il y en a un qui fait x2 par rapport à l'autre. Et il y avait une vieille dame qui cherchait un perroquet. Et j'en ai trouvé un, le même qu'elle décrivait, sur Lille. Je lui ai envoyé les photos de l'annonce du Bon Coin de Lille. Et elle m'a dit ah c'est super, c'est celui que je veux. Je lui ai dit d'accord, mais il faut payer. Et elle m'a payé, et puis j'ai fait une marge. Juste pour bien Ouais. situer, c'est quoi un plan d'action? Donc, tu as ton compte Amazon bloqué. Le plan d'action, c'est ce qui te permet de le débloquer auprès d'Amazon? Oui, entre autres, évidemment, un plan d'action, ça introduit les documents et les mesures correctives que tu vas faire. Un plan d'action, pour être clair, c'est un mot d'excuse géant qui dénonce, c'est une lettre d'autocritique, j'ai fait une faute, voici la faute, voici les articles, voici les lois que j'ai enfreintes, si jamais, et voici ce que je mets en place pour ne plus que ça se reproduise. C'est parce qu'ici, ça va être un endroit absolument génial pour fabriquer des produits, pour payer peu d'impôts, pour avoir un coût de la vie très faible, pour être conforme parce que tu es dans l'UE, donc tout est facile, tout est plus simple, et pour se financer, et pour revendre sa boîte. Donc en fait, le paradis de l'e-commerce, c'est ici. Et le truc incroyable, c'est que les Bulgares n'en ont pas conscience. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Business Vrai, le podcast où on interviewe des entrepreneurs qui nous partagent la réalité de leur business. Aujourd'hui, on est avec Rémi, qui est spécialiste, entre autres, en problèmes Amazon, en blocage de comptes, etc., qui a créé la société Fenchel il y a quelques années, qui vit en Bulgarie. Il y a pas mal de sujets intéressants qu'on va aborder. Et pour commencer déjà, Rémi, comment tu vas? Ça va super bien, je suis très content de te revoir, après plusieurs Yes. mois à passer de parler. Yes. Tu es en Bulgarie depuis 4 ans, c'est ça? C'est ça. Ok. Avant de partir en Bulgarie, tu faisais quoi comme activité? Alors, j'étais vendeur Amazon. J'étais vendeur Ok. Amazon. Ouais. Rapidement, en fait, j'ai pas eu une voie classique, on appelle ça l'autodidacte. Je suis autodidacte, en fait. Moi, j'ai beaucoup galéré. Je viens d'une famille où c'était difficile. Moi, je suis parti de ma famille à l'âge de 15 ans. Enfin, bref, pas pour me plaindre, hein, c'est juste que beaucoup de galères et beaucoup d'intérim et plein de petits jobs qui ont été en Ouais. fait la meilleure école possible. Donc, j'ai Ok. bossé dans T'habitais où en l'aéronautique. France? Ah, pardon? T'habitais où en France? J'habitais en Lorraine. Enfin, j'ai habité partout en fait. J'ai été en Bretagne, j'ai été en Lorraine, j'ai été dans la Drôme, j'ai été en Midi-Pyrénées, j'ai été partout. Les gens me demandent d'où je viens, mais c'est un peu compliqué, je viens de partout. Donc je connais très bien la France. J'ai aussi été en Suisse, j'ai travaillé au Luxembourg, donc j'ai bossé partout. J'ai fait environ, dans ma petite vie, une cinquantaine d'entreprises. J'ai bossé pour un pharmaceutique, je faisais le support client pour les gens qui s'empoisonnaient avec des faux médicaments achetés sur AliExpress. J'ai bossé un petit peu dans l'aéronautique, donc je découpais la fibre de carbone qu'on coulait en résine pour faire des réacteurs d'avion. J'ai travaillé dans une usine de gâteaux. Moi, j'étais responsable des robots. Et j'ai travaillé beaucoup dans la construction. Mon background, comme on dit, c'est électricité. Donc je sais poser ta clim si tu as besoin. Et en fait, au fur et à mesure de l'intérim, ça se passait pas bien. Là. Il y a eu une crise qui est passée en Lorraine, tu as entendu parler dans les années 2008-2010. Les hauts fourneaux ont fermé, Mittal, voilà, tous ces trucs-là. Kléber aussi, dans notre petite ville, a fermé. Au fur et à mesure, la galère. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la misère en Lorraine, en fait, dans la misère réelle, qui fouillent dans les poubelles. À un moment donné, j'en ai fait partie. C'est-à-dire que je me suis fait foutre dehors, je me suis fait mettre à la porte. C'est une très bonne leçon de vie. Hein. Donc ensuite, je vais à la médiathèque, je crée un compte sur Le Bon Coin, et je me mets à proposer des services de déménagement. J'ai jamais fait ça. Et puis je commence à avoir des gens qui nous payent, enfin qui nous appellent. Et puis à ce moment-là, on loue un camion chez Europcar. Et on commence à faire des déménagements. Ça permet de manger, en fait. Moi, j'étais longtemps dans les situations de survie. Et c'est extrêmement formateur. Parce que quand tu as du budget derrière, quand tu as tes parents, t'es un peu flemmard. Puis, là, faut être violent en fait. Faut être très très violent. Faut aller chercher le client avec les dents. Faut l'appeler. Là, t'es plus timide du tout. D'ailleurs, avant, j'étais un peu timide. Tu sais, j'étais, comment dire, pas comme tout le monde. J'aime pas trop passer des coups de téléphone. Quand j'ai vraiment été dans la merde, quand il a fallu trouver un CDI, j'ai passé mes journées au téléphone. Et j'étais là, vous me prenez, si vous me prenez pas, vous allez être déçu et vous allez le regretter. Donc tout d'un coup, tu prends confiance en toi parce que tu dois manger. Et il y a il y a 2 histoires hyper importantes dans ma vie, vraiment qui ont fait le switch. C'est premier truc, j'ai rencontré une personne assez fortunée, très fortunée même en France, et j'ai déménagé en fait quelqu'un de sa famille. Je rentre pas dans les détails parce que je faisais des déménagements encore à ce moment-là, et j'ai vu ce que c'était d'avoir beaucoup d'argent et d'avoir une famille normale, tu vois, d'avoir
des enfants en bonne santé, d'avoir un père qui est là, tu vois, une mère qui est normale, tu vois, qui est normale. Enfin, tout est normal. Et je me dis, mais c'est génial. Et ces gens-là m'ont beaucoup inspiré, en fait. Ils m'ont beaucoup inspiré, ça m'a donné envie d'avoir de l'argent, pas pour m'acheter des conneries, c'est pas des Porsche, il y en a qui rêvent de Dubaï, ou je sais pas quoi, très bien, ça c'est. Mais quand on grandit, on a envie de se poser, d'avoir une vie normale. Et on se dit que l'argent, c'est pas mal, en fait. Chose que je m'étais jamais dite. Je voyais l'argent pour survivre, mais je voyais pas ça pour avoir une vie libre, en fait, Ok. l'année entière. Et autre chose, je livrais aussi de la farine. Alors quand je dis ça, les gens pensent que c'est de la coke. C'est vraiment de la farine de blé. C'est vraiment de la farine, t'es sûr? Je te jure que c'est de la farine de 50 kilos, des sacs de 50 kilos. Donc on devait se lever très tôt le matin, dans le froid, en Lorraine, faire le tour, même au Luxembourg, et aller livrer au milieu de la nuit, dans le brouillard, glacé. Je te fais le coup de tirer des larmes, mais c'était vraiment dur. Tu te mets au cul du camion, tu descends des sacs de 50 kilos sur ton épaule. Il y en a qui en prenaient deux, je sais pas comment ils faisaient. Enfin, si, ils avaient une scoliose. Et ensuite, on livrait les boulangeries tout le temps. Donc c'est bien parce qu'à chaque fois que tu sortais de là, tu avais un pain au chocolat. Donc tu prends des kilos. Et ça, c'est hyper formateur. Et en fait, moi, je conduisais pas le poids lourd, j'étais à côté du type, tu vois, pour lui faire les manœuvres et descendre les sacs. Et ce monsieur, en fait, m'avait raconté sa vie. Un jour, parce qu'on parle beaucoup, ça dure 8, 9 heures, 10 heures des fois dans le camion, et donc entre les clients, il me raconte sa vie. Et je le voyais me raconter sa vie. Ça a été le switch de ma vie. Il n'y a pas de feu d'artifice, mais ça a été l'électrochoc. Et il me dit, oui, bah moi, bientôt, je suis bientôt à la retraite, j'ai raté ma vie, ma fille est partie, et je m'étais lancé dans l'entrepreneuriat. Il faisait de la pisciculture, il s'occupait des poissons. Et à cause d'un coup tordu, il a fait faillite et tout. Et il disait, moi, je suis venu ici pour faire de la farine quelques années, pour me remettre. Et il m'a dit, bah finalement, j'y suis, j'y reste, et je suis déçu. Et en fait, je sentais l'angoisse du temps qui passe. Parce qu'il m'avait fait une remarque, il m'a dit, tu vois, t'as 24 ans, dans moins de 15 ans, ce qui va passer vite, t'as 40 ans. Il m'a sorti un truc comme ça. J'ai pas parlé du voyage. Je suis descendu, j'ai claqué la porte, et je suis plus jamais retourné dans ce moulin. Et je suis reparti chez moi en courant. Et je me suis enfermé et j'ai tout fait pour avoir un CDI, peu importe où. Et j'ai déménagé à l'autre bout de la France, j'ai eu un CDI, j'ai fait chauffeur-livreur pour Amazon. Ok. Voilà. Donc j'ai livré des colis à Amazon toute la journée et je me suis C'était en mis. quelle année, ça? Pardon? C'était en quelle année, ça? C'était 2016-2017. Ok. Voilà. Et très très vite, je me suis retrouvé bloqué sur Amazon. Et en fait, ah oui aussi, j'ai été handicapé du travail. J'ai eu un gros accident de travail. Et en fait, j'ai découvert Amazon en tapant sur Google, tu vois, YouTube comme tout le monde. En fait, on est tous arrivés par l'e-commerce, par YouTube, je pense, ou des amis qui t'expliquent comment ça marche. Mais c'était un peu le début en France de ce qu'on appelait les formations, du système Jungle Scout, Alibaba, voilà, le trio classique. Et je me suis retrouvé ensuite à aller chez Auchan avec mes béquilles en prenant le bus. Je boitais et je portais mes Barbie, mes Playmobil dans mes sacs et je les revendais sur Amazon. Et puisque j'étais livreur, ensuite je suis revenu dans la course, je chargeais moi-même dans mon camion mes trucs. Donc c'est plus UPS qui passait ou quoi, c'est moi qui me chargeais moi-même mes propres colis parce que j'avais le camion à la maison. Et ensuite je livrais au centre de logistique. Après ça se répartissait partout. Et ensuite, donc j'ai fait ça quelques temps, j'ai fait plein de trucs, hein. J'ai lancé des business, j'achetais et je vendais des oiseaux aussi sur le Bon Coin. Des oiseaux? Ouais, des oiseaux, parce qu'en fait, il y a un truc que personne sait, c'est que sur le Bon Coin, il y a 2 onglets. Et je sais pas, ça c'est un truc super pour faire du business quand t'as pas de sous, et je suis spécialiste de ça. T'as l'onglet offre et l'onglet demande. Tout le monde va dans l'onglet offre. Mais dans l'onglet demande, si tu tapes sur ta région, toutes les offres de ta région, t'as, je sais pas, par exemple, je cherche un doudou comme ça, mon fils a perdu le sien, est-ce que vous avez le même? Et il y a des gens c'est une liste de Père Noël. Et il y a des trucs un peu chers. Et donc tu te dis, si j'arrive à mettre en face de ses besoins une offre, eh ben, je peux faire de l'argent. Et il y avait une vieille dame qui cherchait un perroquet, et j'en ai trouvé un, le même qu'elle décrivait, sur l'île. Donc assez loin de chez moi, parce que j'étais dans le sud-ouest. Et si tu veux, je suis dans la logistique, je sais qu'il y a un transporteur qui est capable de transporter du vivant, c'est France Express. Donc tu peux littéralement mettre un écureuil, je sais pas quoi, un oiseau vivant dans ce camion, et il va arriver à destination. Et il est bien traité. Et ce que j'ai fait, c'est ça. C'est-à-dire que je lui ai envoyé des photos de l'annonce du Bon Coin de Lille, et elle m'a dit, ah c'est super, c'est celui que je veux. Je lui ai dit, d'accord, mais il faut payer. Et elle m'a payé, et puis j'ai fait une marge. Et j'ai commencé à faire ça. Ensuite, j'ai aussi fait un truc, c'était à la mode aussi à ce moment-là, ça commençait. J'ai fait un petit business plan, et j'ai acheté une petite voiture rouge pour la louer à des particuliers. Et je l'ai pimpé, comme on dit dans le sud-ouest, avec tout qui va bien, un petit siège auto, tu vois, elle était super mignonne, des petits bonbons, tout nickel. Et j'ai mis ça dans un garage tout près de la gare de la ville dans laquelle j'étais, près de Bordeaux.
Et à partir de là, j'ai commencé à la mettre à 19 euros. Elle m'avait coûté environ 3000 euros, tout inclus, 19 euros par jour. Et j'ai fini l'été à 79 euros par jour. Donc les mains. C'était sur des plateformes que tu l'avais mise? Ouais, c'est ça, exactement. Bonne remarque. C'était sur, à l'époque, ça s'appelait Drivey. Maintenant, ça Ok. s'appelle GetAround et Ouais. Wecar. Donc on était numéro 1 de la ville. Donc j'avais fait un vrai business plan de A à Z. J'avais vu ça Mm. sur France 2. Euh, Micheline loue sa voiture pour arrondir ses fins de mois. Et je me suis dit, oui, mais c'est sa bagnole. Et elle n'est pas faite, elle n'est pas commerciale, sa voiture. Elle est moche, elle est grise. Moi, je vais Mm. prendre un rouge, je vais aller sur Photofiltre et je vais la mettre Mm. très rouge. Et il faut que ce soit une voiture très mignonne, assez haute, pour que les gens qui connaissent pas la voiture puissent tout de suite, tu sais, être assez haute et pouvoir se garer. 5 portes, un coffre assez sympa, de quoi mettre son enfant, son chien, etc. 5 places, des portes qui s'ouvrent en grand. D'ailleurs, je peux te le dire, le modèle de la voiture, c'était une Opel Agila. La Suzuki, il y a une Suzuki aussi, c'est le même modèle, c'est la même plateforme. Et ça, c'était génial. Parce que je me suis dit, ça va cartonner. Et je me suis dit, au pire, c'est pas grave, la voiture, je la garde pour moi. Et donc, j'ai fini par installer un boîtier Bluetooth. Donc, en fait, la voiture était dans le garage, qui n'était jamais fermé. Un jour, je l'ai retrouvée dévalisée, la voiture. Bon, ça arrive, c'est des risques. Mais globalement, ça se passait bien. Les gens venaient avec leur téléphone. Donc, ils prenaient l'appli, ils louaient la voiture. Ils prenaient les photos, ils faisaient l'état des lieux. Ils appuyaient sur un bouton, ça ouvrait la voiture avec le Bluetooth. Ah, il y avait déjà le Connect? Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Et j'avais rempli les critères. J'avais été faire poser le boîtier sur Bordeaux. Et ensuite, Mm. tu trouves la clé dans la boîte à gants, tu démarres, et puis tu fais le plein, et puis c'est parti. Ouais. Ça a super bien marché. La voiture, je l'ai eu un peu accidentée. Et il y a une dame, une fois, qui a eu un accident pile à l'endroit où c'était accidenté. Je l'ai fait réparer aux frais de l'assurance, ce qui fait que la voiture, quand je me suis débarrassé de ce business, était en meilleure forme que quand je l'ai acheté. Et un Ok. jour, je cherche à vendre les comptes parce que j'avais plein de bons avis, j'avais des super photos. Ce que je dis, c'est un peu comme l'e-commerce, hein, en fait, ça s'en rapproche. T'avais J'avais une voiture à la fin quand tu l'as vendue ou t'en avais plusieurs? Non, j'avais qu'une seule petite voiture. Ok. Après, il y en a une que j'ai gardée. Enfin, j'avais 2 voitures, il y en a une que j'ai gardée. Et celle-là, le Opel Agila, les 2 comptes, le listing et le bail garage, je me suis dit, ça vaut quelque chose. Et je me suis dit, donc je rencontre un type un jour, un ami, et je lui dis, enfin, quelqu'un que je connaissais depuis pas longtemps, parce qu'il était intéressé pour faire du business sur Amazon, et moi je savais à peu près comment ça marchait. À l'époque, c'était nouveau, hein, il y a encore pas si longtemps, c'était un peu nouveau en France. Et je lui dis, t'as pas quelqu'un qui serait intéressé pour investir? Il me dit, bah moi ça m'intéresse. Et ben je me retrouve à lui vendre 3 fois le prix de la voiture, la totalité du business, qui m'avait rapporté quand même pas mal de sous pendant un certain temps. Une voiture à 3000 euros. Et donc je me retrouve avec un petit peu de cash, et là je me lance, je développe une marque en fait pour vendre sur Amazon. À peu près au même moment, ouais, je suis bloqué aussi sur Amazon pendant 6 mois. Et Ouais, ça, attends, clairement, excuse-moi, juste avant, ouais, quand tu te lances sur Amazon, à cette période-là, tu m'as dit que c'était 2016 à peu près, ouais. tu suis une formation, c'est quoi un peu le process pour te lancer, pour trouver ton produit? Il y avait déjà du contenu gratuit. Il y avait déjà du Ok. contenu gratuit sur YouTube, donc ça me suffisait. Je voulais pas payer un sou dans une formation à l'époque. Ouais. Et vu le niveau des formations, j'ai peut-être pas eu tort. Mm. Ensuite, j'ai eu des clients qui ont suivi des formations très connues, qui se sont retrouvés complètement dans la galère. J'ai fait une bêtise avec une carte. D'ailleurs, le sujet du blocage, c'était la carte pas approvisionnée. Non, elle était pas activée en fait. J'avais une nouvelle carte bancaire, il y avait de l'argent dessus, mais elle n'était pas activée. J'avais pas acheté, tu sais, la baguette de pain pour l'activer. Et à cause de ça, Amazon m'a bloqué pendant 6 mois. Et je savais pas comment faire. Et c'est traumatisant, parce que tu as de l'argent bloqué, tu as du stock bloqué. Moi, ça m'a vraiment foutu un choc. Parce que je me suis dit, ça y est, je me voyais enfin sortir de là, décoller. Et là, tu te retrouves avec un coup dans le ventre. Je vais chercher sur les forums, des gens me donnent des conseils. Et je paye un type 800 euros, il est encore sur le marché, pour qu'il me fasse un plan d'action. Les fameux plans d'action. Et là, je vois à quoi ça ressemble. Je me dis, on dirait une lettre d'avocat. Ça faisait 2 pages. C'était truffé de fautes. C'était un truc en anglais. Donc, j'ai tout corrigé moi-même. Et ça marchait pas, évidemment. Il me remboursait pas le mec. Il m'a bloqué. Ok. Je lui ai Juste pour bien ouais. situer, c'est quoi un plan d'action? Donc, tu as ton compte Amazon bloqué. Le plan d'action, c'est ce qui te permet de le débloquer auprès d'Amazon? Oui, entre autres, évidemment, un plan d'action, ça introduit les documents et les mesures correctives que tu vas faire. Un plan d'action, pour être clair, c'est un mot d'excuse géant qui dénonce, c'est une lettre d'autocritique, j'ai fait une faute, voici la faute, voici les articles, voici les lois que j'ai enfreintes, si jamais, et voici ce que je mets en place pour ne plus que ça se reproduise. Et je vous joins les documents XY, machin, j'ai bien compris que j'avais aussi fait ça comme erreur, je les ai corrigés. Un plan d'action, c'est ça. C'est un message que t'envoies à Amazon, assez officiel, hein, assez engageant, en fait, contraignant. Et ça doit respecter une certaine trame. Et j'ai vu ça, je me suis dit, il se fout de ma gueule, 800 euros pour ça. Je me suis dit, attends, il y a de l'argent à faire. Et j'ai gardé ça dans un coin de la tête. Ensuite, j'ai fini par me pencher sur le sujet. Je me suis dit, ça marche pas, je vais y mettre moi-même. Amazon te disent, il y a ça comme problème, bah, je vais le corriger. Bah, j'ai une nouvelle carte, il faut peut-être leur prouver la carte, donc je leur ai donné les numéros de fin. Je leur ai montré que ça fonctionnait, donc je leur ai fait des preuves, et au bout d'un moment, ça a marché.
Et je me suis dit, c'est pas mal. Ensuite, j'ai rejoint des forums comme le Seller Central, etc. Il y avait des Discords un peu ouverts à tout le monde, tu vois, où ça parlait ou même j'étais dans des Discords de formation. Il y a des gens qui galéraient, et il y avait des amis à moi aussi qui galéraient, avec Amazon, qui étaient tout en bloqué, qui faisaient des bêtises. Maintenant, ça va mieux. Les gens sont plus conscients des risques et font assez attention avec leur compte. Souvent. Enfin, les clients qu'on voit, c'est souvent des fautes c'est souvent des petits oublis. Mais la plupart des gens à l'époque faisaient n'importe quoi. Tu sais, c'était tout de suite, tiens, j'arrive sur Alibaba, j'achète mon produit, je ne sais même pas s'il est dangereux, je ne l'ai pas vérifié, je l'envoie sur Amazon. Il y avait tout le temps des suspensions. Et je commence à aider ces gens-là. Et au bout d'un moment, je reçois des pourboires, parce que les gens me disent, ah merci beaucoup, j'avais tant d'argent bloqué. Et je me dis, tiens, c'est pas bête, peut-être que je me diversifie et que je donne mon expertise, que je la vende en fait. Parce que je commence à aimer en plus voir des gens bloqués et les débloquer. Et je suis très content. Et en plus, moi, plus j'apprends à faire ça, plus ça me protège aussi. Parce que je me dis, ah oui, lui, il a fait ça, putain, moi j'ai fait ça aussi, heureusement que j'ai pas été bloqué. Vite, donc en fait, j'internalise une compétence hyper importante qui est la conformité. Je sais pas encore comment ça s'appelle à l'époque, et je suis en train en fait de créer quelque chose qui va m'aider toute ma vie. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Je me lance sur Fiverr et Upwork, personnellement, et à l'époque ça s'appelait 5euros.com, et très très vite je deviens numéro 1 des ventes, en matière de plan d'action, etc., parce que je suis moins cher, et je suis aussi très très réactif, et ça fonctionne très très bien. Donc tu proposes des services de déblocage de compte Amazon pour les vendeurs bloqués. Ouais, et d'activation. Parce qu'en fait, il y a des gens qui me contactent, ils me disent, moi je veux pas être bloqué, je veux activer mon compte proprement. Et je sais comment dire en français, les demandes en fait, les exigences d'Amazon, voilà, pour vendre sur Amazon proprement. Et je vois aussi beaucoup de gens à ce moment-là qui commencent à créer des boîtes aux États-Unis, qui font à peu près n'importe quoi. Et je me retrouve beaucoup avec ces cas-là. D'une formation très connue, il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver bloqués, etc. Voilà. Et de fil en aiguille, je me lance dans une réflexion un peu longue, un peu comme un penseur, un philosophe. Je commence à réfléchir, à écrire, un peu comme si j'allais écrire un bouquin, mais pour moi-même en fait. Je commence à réfléchir, je prends beaucoup de recul par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre, et je me dis, on est en train de vivre une époque où tous les commerces de ma ville sont en train de fermer, et il y a des gens qui vendent en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Les produits viennent tous de Chine. Ça veut dire qu'en termes de mondialisation, ça veut dire... Et en plus, les gens créent de moins en moins leur site et vont de plus en plus sur les plateformes. Je réfléchis, je me dis en fait Fiverr c'est une plateforme, Upwork c'est une plateforme, Amazon c'est une plateforme, c'est Discount, mais c'est une plateforme. C'est quoi le modèle? Enfin, tu te dis, le but c'est de devenir très riche. Tu te dis comment on pourrait faire de l'argent un jour. Et en même temps j'ai une autre réflexion, je me dis comment faire pour qu'un vendeur qui a autant de dépendance. Au début avant l'appel je te disais, t'as vu on dépend de milliers de comptes toute la journée. T'as un compte bancaire, un compte vendeur, t'as un compte pour ton télécom, t'as des comptes dans tous les sens. Notre vie c'est plus que ça en fait. Et les grosses boîtes, ça ressemble à des espèces de places de marché comme on avait sur nos villages. Tu as une place de marché, tu as le mec qui la détient, avant c'était la mairie, maintenant c'est un Jeff Bezos ou un Bill Gates, et qui en fait met en relation deux personnes et touche une commission, et prend des frais fixes. Et puis évidemment, si tu vas avoir ta poissonnerie ou je sais pas quoi, qui est plus mis en avant, eh ben, tu vas payer plus. Et j'ai réfléchi et je me suis dit, en fait, les plateformes, c'est l'équivalent des supermarchés avec leurs galeries marchandes, mais dans le numérique. En gros, les plateformes, c'est devenu l'immobilier du numérique. Et on te dit souvent, le plus important en immobilier, c'est la location, enfin la localisation. Et c'est un actif dans lequel tu peux investir. Si Amazon, si Google, si toutes ces boîtes-là valent aussi cher, c'est parce qu'en fait, c'est une forme d'immobilier. Parce qu'en fait, leur adresse, qui est leur adresse www, en domaine, quoi, c'est une adresse connue de tous. Et en réfléchissant à ça, je me suis dit, en fait, les vendeurs, c'est des locataires qui peuvent se faire jeter comme à rien, tu vois. Donc, si tu veux pas te faire jeter, il y a trois solutions, il y a trois attitudes face à une marketplace. Soit tu dis, je veux pas en entendre parler, je veux aller traire des chèvres dans le Larzac. Ça veut dire quoi en numérique? Ça veut dire, je crée mon site, j'achète mon serveur, je contacte mes clients par téléphone et je veux pas dépendre de Google, de rien. C'est un choix. Un deuxième choix, c'est le choix de, bon, je vais les utiliser, on verra bien. Et puis le troisième choix, c'est d'essayer de se marier avec elles. Et en fait, en réfléchissant, je me suis dit peut-être que Amazon, ils ont des programmes, et ils en avaient, maintenant ça a changé, un petit peu de forme, c'est si tu as une marque hyper stratégique, donc tu arrives à en développer une, moi j'étais dans l'épicerie à un moment donné, j'y suis toujours d'ailleurs, ça c'est quelque chose qui est difficilement copiable, un goût, un terroir, un vin, je sais pas moi, des produits on peut toujours les copier, tu vois, ça tu peux le copier en Chine, c'est pas très cher, ou en Turquie, il y a des trucs incopiables, et tu dis si ensuite je vais voir Jeff Bezos, et que tu essaies de te marier avec eux, tu dis, moi j'ai une marque, je signe avec vous et tout. Et en fait, ça existait aux États-Unis. Ils avaient un programme comme ça pour les petites marques. Et ils signaient une espèce d'exclusivité. Et en échange, qu'est-ce qu'ils te donnaient? Évidemment, Amazon Choice. Ils te foutaient tout en haut, ils te
piné en haut, il t'épinglait en haut, pardon, et à ce moment-là, t'étais bien. Et ta marque valait tout de suite très cher, des millions. Je me suis dit, je vais développer ça. Donc j'ai commencé à développer ça. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, pour mon produit qui était dans l'épicerie, je me suis dit, je vais aller chez Amazon pour leur parler directement et leur montrer mon produit. Donc je prends un train et je vais chez Amazon. Enfin, j'essaye. Je me retrouve devant le portail. Évidemment, Où ça? en France, à Ok. 67 boulevard Général Leclerc à Clichy, devant le Ouais. site d'Amazon. Et j'arrive le matin. En fait, je devais faire déguster mon produit dans des hôtels 5 étoiles, juste après, tu vois. Et je me suis dit, je vais aller chez Amazon pour pousser mon produit, pour leur donner, pour avoir un contact, en tout cas avoir un email. C'était ça l'idée surtout. Et d'ailleurs, j'ai fini par l'obtenir. Et j'ai fait le piquer pendant 50 minutes devant chez Amazon, et ils me regardaient comme ça. Et quand j'essayais de les avoir, je sais pas pourquoi, ils disaient, on part pas aux journalistes. Je sais pas, c'est ça que j'étais journaliste. Cache d'investigation, un truc comme ça. Donc je disais, mais je suis pas journaliste. Et le mec de la sécu, me dit, mais t'es fou, tu t'auras personne. Et en fait, il me dit, bon, t'as l'air d'en vouloir. Je vais te dire un truc. Il n'y a pas que Amazon dans cet immeuble. Les gars qui ont le tour de cou en orange, c'est eux les Amazoniens, c'est eux les gens qui bossent chez Amazon. Donc essaie de les choper par le bras, mais moi je t'ai rien dit. Et j'en ai chopé un par le bras. Il s'est mis de l'autre côté de la grille et il m'a regardé, il m'a dit, bon, vous avez 2 minutes, qu'est-ce que vous voulez? Je lui ai dit un reportage, il m'a dit non, je lui ai dit non, je plaisante. Je lui ai dit, je veux l'email de quelqu'un qui s'occupe de l'épicerie. Et je lui ai expliqué mon produit. Je lui ai dit, là, je vais dans les 5 étoiles et tout, imaginez que les 5 étoiles achètent sur Amazon Business. Il me dit, mais c'est exactement ce qu'on recherche. Il me dit, vous avez un téléphone? Et il a pris mon téléphone, mon email et tout. Et ensuite, j'ai eu un contact de la responsable d'épicerie Europe le soir même. Ça devait durer 15 minutes, on a parlé 1 heure. Ça, c'est des contacts qui m'ont été utiles plus tard. Et quelques années plus tard, avec Fenchel, je me retrouverai non pas derrière les grilles, mais de l'autre côté. Parce qu'Amazon nous a invités récemment. Pour boire, il n'y a pas de champagne, mais si, je crois qu'il y en avait d'ailleurs. J'en ai pas vu. Mais c'était très bon en tout cas. Voilà. Donc, petite revanche sur la vie. Plus j'étudie Amazon en fait, et les marketplaces, plus je les comprends, plus je me dis que c'est une opportunité de dingue, encore aujourd'hui, et plus je me dis qu'ils sont là pour durer. Nous, on est en Bulgarie, ici, on va y venir, on voit que Temu est en train de tout casser. Et on se dit, mais c'est pas possible, en fait, si Temu arrive en France, ils sont déjà en France. Mais en fait, Amazon en France est tellement bien implanté, te livre tellement vite. D'ailleurs, quand j'étais sur Paris, j'ai cassé un bol spécial pour faire mon produit, j'ai dû le racheter, et j'ai été livré en 30 minutes. Ça, Temu peut pas le faire tout de suite, en tout cas pas pour l'instant. Donc on a cette réflexion. Tout en même temps, je me dis qu'il faudrait lancer une plateforme pour me libérer de Fiverr et de Upwork et de tous ces trucs-là, et d'avoir ma souveraineté pour proposer mes services au tarif que je veux, avec la qualité que je veux, et pouvoir sélectionner les clients avec qui je vais travailler. Voilà. Donc je me dis, il faut que je lance mon site internet. Je savais pas coder, je fais une erreur de casting. Désolé pour lui, ça s'est pas bien passé. Et je galère énormément et je me retrouve à faire le site moi-même. Les processeurs de paiement, les termes et conditions, le design, un petit peu de code, le chat, la vidéo, tout ce qui est... Toi, tu connais un petit peu, mais moi, c'était nouveau pour moi de faire un site internet, donc pas sur une plateforme, donc je ne l'ai pas fait sur Shopify. Je l'ai fait sur WordPress, et il était à moitié codé parce qu'il y avait beaucoup de CSS. Et le site doit marcher en plusieurs langues. Je dois réussir à facturer des Chinois, parce que j'ai beaucoup de clients chinois aussi déjà à ce moment-là. Et puis je finis par m'associer avec une personne mon associé qui est derrière, qui lui était beaucoup plus tech que moi et s'est occupé du développement du site, et j'ai pu continuer à développer, à faire des plans d'action, à m'occuper de créer des comptes, etc. Et pour les Chinois, on crée aussi beaucoup de sociétés françaises. Certains voulaient l'Amérique, mais la plupart du temps c'était en France. Et quand ils se sont rendus compte, et là on va venir à la Bulgarie, quand ils se sont rendus compte du prix des taxes en fait en France, ils pensaient qu'ils avaient fait une erreur de comptabilité. Et je leur dis non, c'est vraiment les taxes que vous allez devoir payer. Et il me dit, mais c'est beaucoup. Je dis oui, oui. Et il y en a un qui m'a fait une remarque qui m'a dit, mais en fait, c'est vous les communistes. Je dis, bah peut-être, je sais pas. Bah oui, c'est clair. Aujourd'hui, la Chine est plus libérale que la France. Donc ça déjà, c'était sous Macron. Donc, alors que c'était pire sous Hollande, je crois, en France. Bon, bref, passons. Et donc je me dis, ce serait bien un jour de trouver... Enfin, j'identifie 4 problèmes et je me dis, je vais un jour réussir à les régler. C'est la finançabilité, donc comment je fais en tant que vendeur pour avoir du fric, parce qu'un crédit, il va voir une banque en France pour lui demander un crédit pour acheter ton stock. Bon courage. Comment faire pour lever des fonds. Ensuite, autre problème, c'est la fiscalité. Autre problème, c'est tout ce qui est conformité. Comment faire pour avoir un compte qui saute jamais, qui n'est pas suspendu, sinon tu perds tout. Et aussi, il faut que ta boîte, ton business puisse être gérable en ligne, parce que toi, tu vas bouger en Chine, partout, etc. Il ne faut pas qu'avec les mélanges d'IP, etc. Donc je me suis dit, il faudrait un jour que je trouve, parce qu'en fait, j'ai fait des centaines, et peut-être même, on ne doit pas être moins du millier de déblocages de comptes.
sans compter les activations, ça c'est un autre job encore. Et en fait, je me suis dit, j'ai vu tous les problèmes qui peuvent survenir. Et j'ai vu aussi toutes les formations qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Notamment en Chine. En Chine, au niveau formation, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Les formateurs en Chine, c'est un désastre. Aux États-Unis, ça va à peine mieux. Et en France, il y en a quelques-uns qui sortent du lot qui font du très bon travail. Et d'autres, c'est catastrophique aussi. Donc, je me suis dit, avec les Chinois qui venaient, je me suis dit, ce serait bien de réussir un jour à trouver une équation à proposer aux gens pour ensuite pouvoir faire ce qu'a fait The Family, mais cette fois-ci en étant un petit peu plus, en durant un peu plus, c'est de faire une espèce de fonds d'investissement dans lesquels on fait les sociétés de nos clients dans un paradis fiscal, on prend une participation très très vite et on les pousse auprès des marketplaces. Voilà. Donc c'était ça l'objectif. C'est pas de faire des plans d'action toute ma vie. Le but c'était de mettre ses compétences de conformité parce que c'est le plus important, c'est le socle. Le plus important c'est toi le vendeur, ton compte vendeur et ta société et ton compte bancaire. Voilà, ça c'est le socle. Et après, parce que les gens se disent tout de suite je veux vendre le produit AB. Non, le plus important c'est d'avoir un socle solide, de s'associer pourquoi pas, parce que quand ton socle est solide et que ton produit peut être intéressant, là le financier va se pencher et il va dire tout est stable, on peut y aller. Et là il peut mettre de l'argent. Et là, tu peux vendre des produits sans difficulté. Et là, tu peux durer. Et tu vas battre tes concurrents. Et je me suis dit, ce qu'il faudrait en plus, c'est d'avoir des programmes dans lesquels on fait rentrer les vendeurs, on les présente au marketplace. Parce que je me suis dit, mais à un moment donné, elles auront intérêt à avoir. Déjà, ces programmes existaient pour les petites marques. Et maintenant, on va en parler plus tard. Il y a un programme parrainage qu'on lance avec Amazon. Enfin, c'est Amazon qui nous met dedans et nous, on l'a un petit peu pimpé. En gros, Amazon peut te donner de la pub gratuite pendant la première année. Ça, on va y venir parce que ça peut intéresser des gens. Et en fait, ça montre bien. Quand on était à Paris, là, chez Amazon, ça montre bien, en fait, qu'ils ont conscience que le plus important, c'est pas le produit, c'est le vendeur. Et aujourd'hui, les marketplaces s'arrachent les vendeurs. Temu va démarcher des vendeurs Amazon pour travailler sur leur plateforme. Donc, il faut arrêter le schéma qu'on avait il y a 10 ans. Amazon veut des vendeurs pour copier leurs produits. Ça, c'est terminé. Amazon, plus ça va, plus leurs chiffres augmentent, enfin, plus ils croissent, plus, en fait, ils invitent des vendeurs à se former. Ils ont même créé Amazon University. Ils font tout pour pousser les vendeurs à devenir très très bons, et c'est les vendeurs qui vont prendre le risque légal, si tu tues quelqu'un avec ton produit, le risque financier, la force travail, l'effort travail, c'est toi qui le portes sur toi. Et Amazon prend une commission. Mais est-ce que ça veut dire qu'Amazon c'est des monstres? Non, parce qu'en fait ils ont eux creusé un écart considérable avec les concurrents en matière de logistique, etc. C'est monstrueux ce qu'ils ont fait. Et l'autre jour il y avait un article dans The Conversation qui disait Amazon est en train de basculer d'une plateforme pour les clients à une plateforme de service pour les vendeurs. Article en anglais mais passionnant. Et c'est exactement ça. Et quand j'étais à Paris là, j'entendais parler le patron d'Amazon France, Marketplace, Monsieur Ponce, et en fait, c'est clairement ça. Ils disent aux agences, allez nous chercher des vendeurs de haute qualité. Parce que c'est là-dessus qu'ils vont faire la différence avec Temu, Cdiscount, Walmart, AliExpress, et peu importe leur pays, peu importe d'où ils viennent. Donc, en fait, je lance cette réflexion, et arrive le Covid. Et donc moi, j'étais, à ce moment-là, je travaillais dans un bureau, dans un coworking, et j'étais à 100% sur Amazon, mes business en ligne et tout, tu vois. Et je me suis dit, hors de question de rester cloîtré chez moi, parce qu'on n'avait plus le droit de... Et donc je me dis, je vais reprendre un job et je vais redevenir livreur. Parce que je voyais que les livreurs, ils avaient le droit de circuler. Donc j'avais la route pour moi tout seul, donc j'ai signé un CDI, c'est parti, allez, on y va, je reprends les colis. Et ça me faisait bizarre de retourner travailler, mais ça m'a fait du bien, physiquement ça décrasse. Et pendant ce temps, je voyais les gens enfermés chez eux, qui commandaient de plus en plus Amazon. Et ils ouvraient des fois les colis devant moi, les gens, moi je regardais toujours ce qu'il y avait dedans. Tu vendais toujours sur Amazon, toi, au moment du Covid? Pardon? Tu vendais toujours sur Amazon au moment du Covid? Amazon. C'était pour nous, pour notre niche, c'était pas extraordinaire. Cette période n'était pas extraordinaire parce que nous, ça s'adressait, on avait des trucs qui pouvaient s'adresser plus à des pros et les pros. Des fois, enfin bref, c'était pas le moment où les entreprises ont le plus dépensé. C'est le moment où les particuliers ont acheté des trucs de gym, ils ont acheté tout un tas de trucs pour décorer leur maison, faire des menus bricolage. Et je me dis, au moins là, je suis tranquille. Et pendant que je conduis dans mon camion, j'écoute des livres sur le business. J'écoute notamment, tout le monde devrait l'écouter, c'est des cours en plus qui sont gratuits sur BFM Business. C'est des cours, ça s'appelle BFM Stratégie, qui sont animés très souvent par Xavier Fontanet. Tu connais peut-être, voilà. Xavier Fontanet, tout le monde va écouter des youtubeurs qui sont à Dubaï, qui ont du lait derrière les oreilles. Lui, le mec, il fait des cours gratuits, il vend pas de formation. Et c'est des principes qui dureront longtemps. Il t'explique la croissance, et lui, il a monté une boîte à plusieurs milliards. Il est d'une gentillesse, d'une humilité, et il n'est pas là à parader, tu vois, dans une Ferrari, parce qu'il n'a rien à vendre. Le mec, il a déjà tout réussi. Donc je me dis, plutôt que d'écouter des types comme ça qui ont des résultats, on ne sait pas trop ce que c'est. Lui, il est devenu numéro 1 du verre de contact des lunettes dans le monde. Il s'est lancé sur tous les continents.
je me dis, j'ai peut-être envie d'écouter. En plus, c'est un prof à HEC. Et en l'écoutant, j'ai gagné énormément de maturité dans les affaires, et notamment du point de vue de la stratégie. Donc ça m'a permis de... Et pendant des mois, j'ai écouté Xavier Fontanet du matin au soir. Je sais plus, alors, j'ai lu son bouquin en PDF. Je voulais pas l'acheter. J'ai trouvé son PDF, je l'ai craqué, je l'ai lu. Bon, il m'en voudra pas. D'ailleurs, si je le rencontre un jour, je pense que je paierai l'équivalent d'un bouquin, parce qu'il est génial, ce type. Faut que tout le monde écoute des gens comme ça. Des entrepreneurs qui ont réussi, qui ont à partager non pas des techniques d'il y a 20 ans, parce que si tu demandes à ce monsieur comment faire pour devenir riche aujourd'hui, il va peut-être pas savoir, tu vois. Par contre, il va te dire comment bien t'associer, il va t'expliquer la définition de la croissance, les bénéfices moins les dividendes plus les injections. Il va t'expliquer où placer la finance, comment travailler avec la finance pour que ça devienne un levier stratégique et ne pas avoir peur des banques ou quoi, au contraire. Il va t'expliquer comment revendre au mieux ta société, etc. Ça, c'est des choses, mais peu importe ton business, tu fais un centre d'équitation, tu fais du Amazon, tu vends un logiciel, ce sera toujours utile. Donc ouais, j'écoutais ça et très vite, je me suis dit, j'en ai marre de distribuer des colis. Et je commençais à avoir ma réflexion qui mûrissait. Je me suis dit, je voyais en fait mes clients, parce qu'en temps réel, en fait, j'avais tout le temps des retours de ce qui marchait et de ce qui marchait pas. Donc pendant qu'il y avait des youtubeurs qui disaient faites des LLC machin, je voyais en temps réel que ça marchait pas, ou pas comme ils le disaient. Parce qu'il y avait des blocages, parce que justement tu gères les blocages Ouais, de compte et que tu voyais beaucoup exactement. passer. Et j'avais Et en temps justement, réel des pour réponses d'avance. juste un petit peu focaliser sur tout ce qui est conformité, parce que c'est un peu de là qu'est venue toutes tes autres réflexions. Ouais. Tu as géré, tu disais, des centaines de cas. C'est quoi qui revient le plus souvent dans les blocages de compte? C'est quoi les raisons qui reviennent le plus? Ah, à ce moment-là, c'était à cette période Covid, c'était les activations. C'était les activations mal foutues, parce qu'en fait, il n'y a pas les justificatifs de domiciliation. Les comptes bancaires sont des comptes en ligne, donc ça marche pas la plupart du temps. Il y a plein de problèmes. La TVA, les gens, c'est pas ce qu'il fallait. C'était ça en gros à ce moment-là, et le dropshipping. Il y avait un concept qui s'appelait le drop market. Donc c'était un monsieur assez connu, pas forcément heureusement, qui en fait s'est lancé dans le. Il expliquait aux gens de faire du dropshipping avec des produits Adidas ou Nike depuis la Chine. Le concept sur le papier est intéressant, mais par contre c'était très difficile à faire et il y avait beaucoup de cas bloqués, de gens bloqués. Et donc Et puis moi je voyais en fait, si tu veux, les réponses d'Amazon. Donc moi je tentais des trucs pour débloquer les gens et je voyais les réponses qu'ils donnaient. Et j'en avais régulièrement, mais des fois j'en avais 2-3 par jour. Et ça, plus mon travail de livreur, c'était plus possible. Tu vois, je faisais des horaires de fou. Donc je me suis dit à un moment donné, il est temps de partir dans un pays où le confinement n'est pas trop. Mais surtout, j'avais trouvé, à mon avis, le pays qui résolvait tous les problèmes dans l'Union européenne. Parce que je me suis dit, si on veut vendre dans l'UE, les boîtes offshore c'est trop compliqué. En tout cas, pour s'y connecter directement à l'Union européenne. Donc je me suis dit, ce qu'il faut, c'est trouver dans l'Union européenne la meilleure boîte possible, le meilleur pays, la meilleure boîte, la meilleure ville, pour s'y installer, physiquement, toi personnellement si tu veux, mais surtout pour installer la boîte, pour ensuite connecter les comptes, et ensuite toi tu peux te barrer. Mais par contre, il faut réussir à la piloter à distance. Et j'ai mis le doigt sur la Bulgarie. Donc j'ai fait une équation. Il faut que ce soit finançable, il faut que ce soit acheté. Donc les 4 volets, et je me suis dit, la Bulgarie arrive, c'est un compromis. Tu fais une LLC ou une boîte à Dubaï, et encore les boîtes à Dubaï ça a augmenté, c'est 10% d'impôt maintenant, passé un certain seuil. Ok, tu vas pas payer d'impôt, mais est-ce que tu vas pouvoir te connecter et durer sur Amazon, ou Cdiscount, ou Walmart? Ça va coûter combien pour être parfaitement conforme? Ensuite, est-ce que c'est finançable? Est-ce qu'une boîte, une LLC, toi qui es non résident, ta boîte est dans un centre boîte aux lettres à $10 par mois, est-ce que tu vas pouvoir lever des fonds, faire un prêt? Qui va te prêter de l'argent? C'est ça la question. Ensuite, au niveau de la TVA, ça se passe comment? Donc en fait, j'ai trouvé un compromis. Après, la France, c'est bien aussi. La France, c'est pas mal. Parce que tu dis, au moins, c'est facile d'ouvrir un compte, c'est facile, je peux avoir tous les justificatifs. Oui, mais tu vas te faire ouvrir en deux par les impôts. Tôt ou tard. Et surtout, il y a un impôt dont personne ne parle. Parce en plus, à ce moment-là, je parlais beaucoup avec des avocats fiscalistes, notamment KPMG. Ils m'ont dit, faites attention, vous pensez trop en termes de taxes sur les profits. Pensez en termes de taxes aussi sur les dividendes et la vente de parts sociales. Et c'est vrai, en fait, que quand tu veux lever des fonds, tu vends un morceau de ta boîte. En France, tu vas payer 30% d'impôt sur cette vente. Donc tu vends un morceau de ta boîte à 100 000 euros, tu vas en toucher 70. Quand tu lèves des fonds, c'est-à-dire que tu n'es pas en train de vendre ta boîte pour faire une plus-value, mais tu lèves des fonds, tu payes un impôt là-dessus? Eh ben en France, en fait, tu payes un impôt, tu payes une plus-value sur la vente de tes parts sociales. Donc tu veux vendre un morceau, on va dire que ta boîte est évaluée à 1 million, tu vends 100 000, tu vends 10%, tu nous vends 10%, on est très content. Si tu es en France, tu vas devoir à la source payer 30 000 euros. 30%.
En Bulgarie, c'est zéro. Perso, c'est-à-dire que tu encaisses cet argent-là. Mais si tu fais une levée de fonds, c'est-à-dire que tu vends tes parts et que l'argent reste dans la société, tu payes un impôt aussi? Euh, comment ça? Admettons, moi j'ai un logiciel SaaS, je veux lever des fonds, je vais lever, je sais pas, j'ai 1 million pour, je sais pas, 50% de la société. Ah bah sur les 50%, oui, bien sûr. Ça va. Ouais. En fait, le prix qu'on t'en achète, c'est sur ce prix-là, sur ce montant, que va être calculé l'impôt que tu dois, et ce sera environ 30%. Si tu réalises une plus-value, si ta société a effectivement, si tu as créé ta société avec zéro et qu'à la fin elle vaut X, bah là tu vas devoir payer une plus-value dès ce moment-là. Alors qu'en fait, tu es en train de croître. En Bulgarie, c'est 0%. Ok. En France, si tu veux te verser des dividendes à la fin de l'année, tu vas payer 30% d'impôt. Ici, c'est 5. Et non seulement la Bulgarie, c'est intéressant pour plein de raisons, mais c'est aussi intéressant parce que non seulement c'est le pays qui impose le moins les sociétés, mais c'est aussi le pays, à l'heure à laquelle je parle, qui impose le moins les personnes. Voilà. Donc là, par exemple, je discutais avant de venir, j'ai eu un rendez-vous avec quelqu'un, et en fait, lui, dans la restauration, il m'a dit en Bulgarie, ils ont baissé la TVA sur les restaurants, on est passé de 20% à 9% depuis le Covid, et ils l'ont toujours pas changé. En fait, ici, c'est un véritable paradis fiscal. Mais je me suis dit, est-ce qu'ensuite c'est exploitable? Et je me suis dit, allez, c'est le Covid, j'en ai marre. Là-bas, il n'y a pas trop de confinement. Donc je vais prendre un avion, je vais y aller. Et je m'y Tu suis connaissais installé. des gens en Bulgarie ou pas du tout? C'était Pardon? vraiment juste sur le papier. Tu connaissais déjà des gens en Bulgarie ou c'est vraiment juste sur le papier, tu as regardé et tu t'es dit, je vais tenter, je vais aller là-bas? Je connaissais quelqu'un, mais c'est pas ça qui a fait. Ok. J'allais de toute façon y aller. J'ai choisi Ouais. la ville aussi, j'ai pas choisi la capitale Sofia, parce qu'il fait froid, c'est pollué, c'est pas très beau, désolé. Je voulais pas non plus être trop à côté de la mer. Je me suis dit, sinon tu vas passer ton temps là-bas. Donc je me suis dit au centre du pays, l'équivalent un peu en termes d'ambiance de Toulouse. Tu vois, c'est un peu relax, c'est joli. Très très beau, pas trop chaud, enfin pas trop froid, pardon, très chaud. Donc je me suis dit, je vais mettre à Plovdiv, deuxième ville du pays, et c'est une ville un peu de bourge, tu vois, de bourgeois. Donc t'as des Rolls-Royce, des Lamborghini. Évidemment, il y a des gens qui fouillent dans les poubelles, c'est la Bulgarie, hein. Mais en termes de PIB, c'est de la folie. Quand je suis arrivé, ils étaient, je sais plus combien, là, ils ont passé le 100 milliards de PIB, ça va très très vite. Ils ont des sous de l'Union européenne. En plus, c'est une position stratégique parce qu'on est à côté de l'Asie. La Turquie, c'est l'Asie mineure. Donc, on est à la frontière. Moi, je suis à 115 km de la frontière turque. Or, là-bas, les produits sont pas chers. Et si demain, il y a une crise géopolitique avec la Chine, et que la Chine ne peut plus exporter ses produits ou pas sans payer plein de frais, la Turquie, finalement, pourquoi pas? Ou même la Bulgarie. Ici, on fabrique des morceaux. Par exemple, les portes des Airbus sont fabriquées en Bulgarie. Ici, on fabrique des jouets qui sont moins chers que sur Alibaba. Et on est dans l'Union européenne à 3 heures de Paris. Donc, j'ai bien étudié mon dossier, tu vois, et je me suis dit, je vais mettre là-bas. Déjà, peut-être qu'il y a des choses qui vont me faire dire non, mais sur le papier, tout est parfait. Et effectivement, j'ai compris pourquoi personne ne parlait de la Bulgarie pour faire du e-commerce. Ou les gens en parlaient, mais personne ne le fait. Parce que à l'époque, c'était infaisable. Aucun comptable ne faisait, personne ne comprenait rien, etc. Donc on a mis 3 ans pour sortir l'offre qu'on va sortir bientôt. Et on a mis du temps à rencontrer les bonnes personnes. Donc je suis arrivé, et en fait, donc j'arrive en Bulgarie, je me trouve un petit appart. L'immobilier est pas cher du tout ici. Pas cher du tout, du tout, du tout. Je m'y installe définitivement. Au bout de quelques mois, je me dis, ok, c'est là qu'il faut être. Et au mois de. Donc moi j'arrive en décembre 2021, je passe le nouvel an ici, et ensuite en mars, le déconfinement a lieu, là, la vie reprend. Moi je l'avais jamais vu cette vie. Une vie de petits restaurants, c'est un petit village en fait, le centre de Plovdiv est un petit village. C'est aussi une ville très ancienne puisqu'elle a 6000 ans. Donc il y a des ruines partout, un théâtre. Avant le temps des Romains, il y avait déjà des théâtres, etc. Alors, je ne sais plus si c'était des Grecs, je ne sais plus qui c'est qui a colonisé ici. Voilà. Donc c'est hyper intéressant comme ville en fait. Cette ville est très intéressante. La vie est sympa. Et j'ai du mal. Par contre, alors déjà, on n'est pas très loin de la France quand tu regardes en avion, mais en fait au niveau mentalité, on est très éloigné. Alors ils ont la peau blanche, donc on se dit bah c'est des Français qui mangent des kebabs, quoi, des trucs comme ça. En fait, non, ils sont très différents. C'est un peu comme des Russes, mélangés avec de l'italien. Donc un coup de poing part vite, ils sont un peu froids, ils parlent très fort, ils sont très bruyants, ils aiment la musique forte, ils aiment le bling-bling. Ils vivent chez leurs parents. Je suis un peu caricatural, mais en même temps, pour ceux qui connaissent, ils doivent rigoler parce qu'ils doivent se dire putain, c'est ça. Et par contre, ils ont une Rolls-Royce. Il y a un gars que j'avais rencontré, il avait sa fenêtre ouverte, il avait une Porsche Panamera, et je lui dis, je vais t'appeler à discuter, et je lui dis, ah, t'as une Porsche et tout, mec. Je parle un peu bulgare, donc je me débrouille, tu vois, je lui pose des questions. Je parle un peu anglais bulgare, tu vois, des mots simples, tu vois, 200 mots de vocabulaire, ça suffit ici. Et je lui dis, mais t'habites dans quel quartier pour avoir une voiture pareille? Et il me dit, j'habite à Gagarine, ce qui est un quartier pas très bien famé, quoi. C'est un peu comme si c'était dans le 9-3, je sais pas trop, tu vois, c'est un quartier un peu. Et je lui dis, t'as une Porsche et tout? Il me dit, ouais, je vis avec mes parents.
Je dis, t'as pas de job en ce moment. Il me fait, non, j'ai pas de job. Ou plutôt comme ça, parce qu'ici, le oui, ils font non, et le non, ils font oui. Donc il me fait, ouais, j'ai pas de job. Et je lui dis, mec, j'ai un truc à te dire. Ta voiture, tu l'as payée cash. Tu vas la vendre, tu vas à la banque, tu fais un prêt, tu vas dans le quartier touristique et t'achètes un immeuble. Tu mets des Airbnb, dans 5 ans, t'es millionnaire. Et là, ses yeux, c'est merveille. Tu vois, il dit, mais c'est vrai, c'est génial. Et là, il devient triste et il me fait, ouais, mais le problème, c'est que personne va voir mes appartements. Et en fait, j'ai compris. En fait, il veut dire, sa voiture, tout le monde peut l'avoir. Donc même les filles peuvent l'avoir. Mais ses appartements, personne ne va les voir. Ouais. Donc ici, les premiers trucs. Tu me disais la dernière fois qu'avant, c'était un pays, enfin, c'est un pays communiste et tout le monde avait la même maison, donc ils se différencient par la voiture, c'est ça? Exactement. Ici, le plus important, c'est la bagnole. Donc ici, on te demande, c'est quoi ta voiture? On va essayer de le savoir. Les gens posent leurs clés ostensiblement sur les tables de restaurant. Il y a même des fausses clés que tu achètes sur Wish pour faire croire que t'es beau maintenant. C'est un truc de dingue. Une idée de niche, là. Ouais. Et ça, c'est une mentalité un peu. Par exemple, l'e-commerce, ils comprennent pas l'e-commerce. Ils comprennent vite fait, mais ils savent pas que tu peux vendre sur Amazon ou quoi. Quand tu leur parles de ce que tu fais comme business, ils vont dire dropshipping. Ils comprennent pas. Nous, dropshipping, on sait que c'est quand t'as pas de stock, etc. Mais ils font pas c'est du dropshipping. Ça veut dire e-commerce pour eux. Ouais. Donc quand tu vas voir un comptable et que tu lui parles de ton truc, il fait dropshipping. Né. Ça veut dire non. Il fait pas. Eux, ils vont faire du resto, de la compagnie de taxi, de l'Airbnb, les comptables. Ils font pas l'e-commerce. Donc on a eu beaucoup de mal à trouver des comptables qui soient très fiables. Ça a pris 3 ans. Et comment on trouve un comptable en Bulgarie? On en avait parlé un peu la dernière fois. Tu tapes au port. Tu as des plateformes, tu vas dessus, tu trouves des comptables et tu les contactes, ou comment ça se passe les relations là-bas En professionnelles? fait, la comptabilité ici, ça fonctionne avec ça, voilà, avec du papier et du stylo. Ils ont des plumes, mais on n'est pas loin de ça. Hein. Ils sont très peu informatisés, digitalisés. Donc c'était très dur de trouver des comptables. Parce que je me suis dit, bon, la boîte, j'ai compris, ça doit se faire par un avocat. La banque, j'ai trouvé enfin une banque partenaire qui nous accepte, mais qui accepte aussi les étrangers, et que la boîte soit gérée en ligne. Tu vois, j'apprenais à résoudre tous les problèmes un par un. Et la pierre, en fait, angulaire de ton business, c'est la comptabilité. Parce que la TVA, parce que le ORI, parce que l'OSS, parce que les factures, tout ça. Donc je me dis, il faudrait que je trouve vraiment un comptable. J'appelle tous les amis que je me suis fait, et je vais visiter pendant des mois des comptables dans tous les sens. Et je vois en fait que c'est très rudimentaire. Ils comprennent pas ce qu'on fait. Je leur dis le portail OSS, ils viennent de rentrer dans l'Union européenne il n'y a pas si longtemps. C'est un pays qui vient du communisme. Ils n'étaient pas vraiment dans l'URSS, mais c'était tout comme. Hein, je veux dire. Ici, tu as des voitures russes. D'ailleurs, leur alphabet, c'est eux qui l'ont inventé. L'alphabet russe a été un peu piqué de la Bulgarie. Ici, ils parlent un vieux russe, en fait. Donc, tout ça leur semble très loin. Ils comprennent pas ce que tu veux foutre avec Amazon. Vas-y, ouvre un resto comme tout le monde. Après, il y a des gens très riches ici, hein, c'est pas le problème. Mais c'est surtout. Je veux pas faire du débat, mais c'est vrai qu'il y a des gens. La mafia, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ici ont des casinos et on sait très bien pourquoi. Voilà. C'est pas une mafia qui va venir embêter les petits commerçants. L'État te fout la paix quand tu veux entreprendre, mais à des hauts niveaux, l'argent de l'Union européenne, on sait à peu près où il va. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir des. Bref, passons. Mais en gros, l'e-commerce, ils ne comprennent pas du tout le principe. Les gens ne veulent pas faire ça, ils ne savent pas. Il n'y a pas de formation ici, je pense, pour vendre. Ici, les gens n'ont pas trop de vision très long terme. Tu vois, c'est tout de suite maintenant. Tu me payes maintenant. Je vais te prendre. Ok, je veux bien te donner mon temps, mais tu me payes tout de suite. C'est quoi le travail là, tout de suite? Je veux de l'argent maintenant. Donc ici, quand tu payes des gens, c'est un peu caricatural, mais c'est un peu vrai. Ils vont tout dépenser, faire des fêtes de fous. Ils achètent des champagnes, ils louent des voitures, ils louent des limousines. Le temps d'une soirée. Le matin, ils n'ont plus de thunes. Ils vont au casino. Ils jouent à des jeux à gratter. C'est un pays qui c'est vrai, ils boivent beaucoup d'alcool, ils fument beaucoup. C'est le pays qui fume le plus de l'UE. Donc c'est une mentalité de l'instant présent. Un peu comme dans les pays de l'hémisphère sud. Tu vois, les pays, la Thaïlande, les pays africains et tout, tu leur dis, ouais, en 2036, t'as rendez-vous chez le dentiste. Ils s'en foutent parce qu'ils vont te dire un truc assez sage en plus. On n'a qu'aujourd'hui. On ne sait pas si demain on sera encore en vie, en fait. Tu vois. Donc ne fais pas chier avec tes années futures. Nous, les gens du Nord, on est plus, ouais, dans 10 ans, je fais ça, ensuite j'ai un plan. Ils n'ont pas de plan. D'ailleurs, tu sais que les gens ici n'ont pas d'agenda, la plupart. Donc quand tu vas chez le dentiste, ça m'est arrivé, tu prends rendez-vous chez le dentiste. Ils vont t'appeler tout le temps, avant ton rendez-vous. Les semaines qui viennent, qui précèdent, ils vont te dire, t'as rendez-vous tel jour. Au début, tu comprends pas. Tu leur dis, mais oui, mais je l'ai noté. Noté? Comment ça? Et en fait, j'ai compris, ils appellent tout le monde tout le temps pour leur rappeler que. C'est trop drôle. Enfin, c'est drôle, mais c'est chiant. Parce que c'est bien quand t'es consommateur, ici, t'as une vie douce. Et quand tu veux bosser avec des gens, avec un comptable, tu dis, bon, dans 2 semaines, à 9h30, on a rendez-vous. Et t'arrives devant, ta porte close. Vous êtes où? Ah, fallait me redire.
Moi, je dors. Comment vous avez fini par trouver votre comptable? Alors, comment on a fini par trouver notre comptable? Ah oui, c'est vrai, je me souviens. En fait, on a un Bulgare qui était coincé sur Cdiscount. Et on fait aussi les plans Cdiscount, les plans d'action. On est les seuls sur Google à faire ça. Parce qu'on est aussi partenaire avec Cdiscount Octopia. Donc le groupe bordelais, concurrent d'Amazon, hein, on est partenaire avec pas mal de gens. On est partenaire avec eux. Et donc, en fait, quand les gens sont bloqués sur Cdiscount, nous qui parlons français, c'est très simple en plus. Enfin, c'est assez simple. Et il y a un Bulgare qui vient et tout, qui fait, en fait, il faisait lui des gros produits, on va dire des meubles, pour pas rentrer dans le détail, et il vendait sur Cdiscount. Et je me suis rappelé de lui, je me suis dit, mais lui, il a un comptable. Comment il fait? Et en fait, il m'a dit, ouais, je vais te donner le comptable. Par contre, il n'est pas à Plovdiv, il est dans une autre ville. Il est partenaire avec Amazon, et avec Cdiscount, et avec Mano, et avec. Je me suis dit, mais c'est qui ce mec? Je me suis dit, j'ai enfin trouvé le partenaire parfait, en fait. Et j'ai fini par aller sur le bord de mer pour le rencontrer. On lui a payé un dîner et tout, on s'est vraiment bien entendu. Et c'est une machine de guerre. Parce que normalement, notamment, enfin, je vais y arriver, il est non seulement expert comptable, mais il est développeur informatique. Il a réussi à avoir l'accès public pour se connecter directement à Amazon, qui est partenaire SPN, et il est aussi capable d'enregistrer et de déclarer moins cher la TVA que les concurrents comme Avast, que Taxuali, etc. En Bulgarie. Et il parle anglais, et il y a une personne dans son équipe qui parle français. Donc je me dis là, j'ai trouvé la pièce manquante. Et donc à ce moment-là, on va le rencontrer, on discute, et puis on se met d'accord. Et puis même si ses prix sont bas, on négocie un peu plus encore pour nos clients, pour que ce soit encore plus bas. Et là, à ce moment-là, tout est à peu près prêt pour nous dire, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, je vais joindre les plateformes. Et j'ai fini par contacter les plateformes, notamment Amazon, etc., notamment via LinkedIn. Et on a fini par devenir partenaire avec eux, puisque je leur ai montré quels gros vendeurs j'avais débloqués et j'avais professionnalisé. Ils connaissent ces vendeurs parce qu'on a débloqué parmi les plus gros vendeurs de France, des gens qui font des millions de CA, qui sont là depuis des fois 13 ans sur la marketplace. Ça faisait partie des premiers vendeurs. Et on a fini par être invité à Paris, donc là, il y a 2 mois environ, à Amazon, voilà. Donc directement chez eux. On est devenu partenaire avec eux et régulièrement on a des contacts, comme on fait là, par appel vidéo avec eux, pour parler des clients qui sont bloqués, pour les aider, et pour aussi aider, présenter les nouveaux clients. Et Amazon a créé un programme, ils appellent ça le programme agence, on appelle ça le programme parrainage, parce qu'en fait nous on ajoute un suivi supplémentaire, et en fait ils te permettent, si tu es nouveau vendeur, ou si tu as un compte de plus d'1 an avec certaines conditions, d'avoir de la publicité gratuite, notamment des top deals, via une agence. Par contre, il faut qu'une agence partenaire qui fasse l'intermédiaire, parce qu'Amazon, ils vont pas t'appeler, toi qui commences avec ta petite SASU et tes 500 € de budget, ils vont pas t'appeler au téléphone pour t'aider et te donner des coups de main. Donc c'est à nous en fait de faire un suivi. Ok, donc si j'ai bien compris, là maintenant que vous êtes partenaire avec eux, jusqu'à avant d'être partenaire, le gros de votre activité, c'était la conformité, donc activation de compte, déblocage de Oui, c'est compte toujours le bloqué, cas. avec des plans d'action, ce que vous Ouais. continuez à faire. Et maintenant, avec le partenariat Amazon, vous pouvez accompagner des marques à se lancer, leur créer une société en Bulgarie, c'est ça? Oui, en fait, c'est ça. Et peu importe d'ailleurs le budget, tu dis des marques, mais pas forcément. Eux, ce qu'Amazon veut, et Cdiscount aussi, j'ai l'impression que ça peut les intéresser, c'est d'aller chercher des vendeurs qui débutent, mais qui ont beaucoup d'ambition. Or, ils vont te donner de la pub gratuite Amazon pendant 1 an, faut pas le louper. Le truc, c'est qu'ils vont te mettre sous stéroïdes. Donc, il faut pas louper ta chance. Et en fait, nous, on veut que dès le début, en fait, on veut repérer des profils intéressants. C'est pas des marques, ça peut être des marques qui n'ont pas vendu sur Amazon, mais ça peut être aussi des gens, des personnes avec qui on s'entend très bien, qui sont hyper violentes et qui ont vraiment les dents qui règlent le parquet, quoi, qui ont beaucoup d'ambition. Donc en fait, nous, l'objectif, c'est de les prendre, si elles le veulent, de les placer en Bulgarie, parce qu'ici, elles seront compétitives tout de suite, au niveau de la résidence fiscale et tout ça, on pourra en parler après avec elles. L'idée, c'est qu'ici, en plus, les taux d'intérêt sont moins chers qu'en France, donc ici, pour lever de l'argent, c'est plus intéressant. Et là, on est en train de discuter avec des fonds d'investissement pour investir dès le début dans ces vendeurs. Donc le deal, ce serait quelque chose comme ça. Vous voulez vendre sur Amazon. Pour rentrer dans ce programme, il vous faut une boîte dans l'UE. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Donc, on vous place en Bulgarie. Et nous, on a la seule offre du pays qui permet de faire votre boîte, pas cher, et de la piloter à distance, d'avoir un vrai compte bancaire, d'avoir tous les justificatifs qu'Amazon vous demande, Amazon ou Cdiscount ou Back Market ou Mano ou tout ce que tu veux, et de pouvoir lever des fonds. Et ensuite, tout en même temps, on vous présente au marketplace. On s'assure que votre compte ne saute jamais, parce qu'en fait, en tant qu'SPN,
toi aussi tu as cet accès. On a un accès qui s'appelle, tu sais, l'AMC. On peut voir les comptes vendeurs que les gens de notre liste, s'ils le veulent, et on peut aller sur leur compte pour vérifier toutes les petites notifs en rouge et les régler très très vite dans leur dos. Donc pendant que tu dors, nous on s'occupe de ça. On va faire de la prévention de plus en plus et de moins en moins de la réparation, enfin de la réactivation, parce qu'il n'y aura plus besoin. Si ton compte est nickel, il sautera jamais. Et t'as pas envie qu'il saute. Ça embête Amazon, ça m'embête, parce que c'est psychologiquement très lourd. Le vendeur est pas content, l'investisseur est pas content, parce que ça fait un trou dans les bénéfices. Toi, en attendant, ton stock, en plus, il y a des concurrents qui te passent devant. Il ne faut pas que les comptes sautent. Sinon, les investisseurs ne mettront pas d'argent. Et puis aussi, il y a un avantage à faire ça, puisque rappelle-toi, on va tous devenir très riches ici. On se dit, ce qui a vraiment beaucoup de valeur, c'est le compte vendeur, les avis, les marques et tout. Donc, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est qu'on aura pris 10-20% dans les boîtes de nos vendeurs, qui vont devenir des super vendeurs parce qu'on va les booster au cash, on va les éduquer, pas nous, on va probablement travailler avec des gens comme Liberté Digitale. Le but, à un moment donné, c'est de dire, bon, vous voulez partir en retraite, après quelques années, votre marque, je sais pas, on va dire que c'est une marque pour petite enfance. Nous, on va aller démarcher Nestlé, Blédina, tu vois, les grandes marques, on va aller démarcher les fonds d'investissement et on va les mettre en concurrence, on va faire des enchères pour qu'ils vous achètent la marque la plus chère possible. On peut s'en occuper ou déléguer ça à un fonds fusion-acquisition, M&A. Et ensuite, nous, évidemment, puisqu'on a 10-20%, on peut faire beaucoup d'argent à ce moment-là. Et puisqu'en fait, on s'est occupé de la conformité tout au long, que tout est clair, que la comptabilité est parfaitement gérée par un partenaire Amazon, excusez du peu, que tout est limpide, les investisseurs auront confiance à investir, à racheter, etc. Donc en fait, le produit financier, c'est le compte vendeur. Et puis surtout, la boîte va croître beaucoup plus vite que si tu étais en France. Là, on est en train de faire un scénario avec 2 vendeurs, on va faire une vidéo bientôt, où on montre 2 vendeurs, un français qui commence avec le même budget qu'un autre en Bulgarie, et qui vendent les mêmes produits, les mêmes marges et tout. Et on se rend compte que sur 3 ans, il y en a un qui fait x2 par rapport à l'autre. Comment ça se passe si, admettons, moi, je veux me lancer sur Amazon, donc je passe par votre offre, etc., mais je vis en France. Comment ça se passe fiscalement pour être bien dans les règles? Est-ce que je déclare en Bulgarie? Est-ce que je déclare en France pour être dans la totale légalité? Comment ça se passe? Oui, alors tu veux dire si tu veux une boîte en Bulgarie, parce que l'offre parrainage, juste pour expliquer, l'offre parrainage, tu peux l'avoir si tu es en France. Nous, on s'en fout. Enfin, Ok. c'est juste. Déjà, juste l'offre parrainage, c'est quoi exactement? L'offre parrainage, c'est ce dont j'ai parlé, c'est-à-dire en fait, c'est sur sélection. Donc en Mm. fait, les gens vont venir. Alors, si tu veux en parler, on en parle. Soit tu n'as pas de compte vendeur, et dans ce cas-là, tu es éligible. Soit tu as un compte vendeur qui a plus d'1 an et qui a fait moins de 10 cas, moins de 10 000 euros de chiffre d'affaires. Dans ces 2 cas, tu es éligible. Donc tu remplis un petit formulaire, on pourra le mettre en bas de la vidéo si tu veux, formulaire parrainage. Et ensuite, donc c'est notre formulaire. Et ensuite, si tu es éligible, on va te proposer de prendre un rendez-vous. Donc ce sera avec moi, mes collègues, peu importe. Et on va te poser des questions pour vérifier ton ambition, pour vérifier si tu vas mettre le budget, si tu vas vraiment t'arracher pendant 1 an. Parce qu'on ne présente pas à Amazon des gens qui n'ont pas d'ambition. Amazon accepte les débutants, mais les débutants qui veulent tout casser. L'idée, c'est que la première année, les gens, ce serait parfait, atteignent au moins les 100K. Sachant que s'ils te donnent de la pub gratuite, notamment, en fait, ils vont te donner des top deals, illimité, donc tu peux en demander autant que tu veux. Après, Amazon, c'est eux qui jugent, mais ça peut valoir 500 euros, top deals, 500 $. Sauf que tu es sur la 2e page, ton offre se retrouve sur la 2e page la plus vue de tout le site Amazon. Donc tu vas sur la page Home, c'est la première page, tout le monde va dessus. Et ensuite, tu as la page Vente Flash Top Deals. C'est la 2e page la plus vue. Et c'est Amazon Paris que j'ai appris ça. C'est eux qui nous l'ont expliqué. Et que c'est une page extrêmement populaire, en fait. Et donc, tu peux faire très facilement un mois de vente, voire plus, en 24 heures. Et ça, Amazon peut t'en donner. Le but, c'est de te pousser et que tu aies beaucoup d'avis, que tu cartonnes, quoi. Voilà. Ok. Et c'est quoi les conditions d'éligibilité? Et est-ce qu'il y a un coût à ça pour entrer dans ce programme? Oui, il y a un coût. Alors, je ne peux pas le dire ici parce qu'il est susceptible de bouger. Mais évidemment, c'est très très peu cher. Alors, par rapport à l'éligibilité, il faut que la boîte soit dans l'Union européenne. Ouais. Il faut que tu sois dans l'Union européenne. Toi, peu importe, mais il faut que la société soit dans l'Union européenne. Il faut avoir l'intention de vendre dans toute l'Union européenne, mais tu peux vendre en France pour commencer, c'est pas un problème. Il faut que tu aies, donc je répète, soit tu n'as pas de compte, et là c'est bon, tu es éligible, soit tu as déjà un compte qui a plus d'1 an et moins de 10 000 euros de chiffre d'affaires sur Amazon. Okay. Toutes les plateformes dedans. Voilà. Donc une fois que tu as passé le petit formulaire et si tu es éligible, on prend rendez-vous et on va jauger ton ambition. Si on juge que tu es un profil intéressant,
on va ensuite présenter le profil à Amazon. Et pour l'instant, Amazon, de tous les profils qu'on a présentés, ne nous ont refusé aucun profil. Parce qu'en fait, ils nous font confiance. Vous en avez fait combien là jusqu'à maintenant? Je le garde pour moi. Ok. Je le garde pour moi. Ensuite, au niveau du suivi, ça se passe comment? Tous les mois, on va faire un point minimum. Après, ça peut être plus de points avec le vendeur. Ses besoins. De quoi vous avez besoin? Vous avez besoin de pub, vous avez besoin de stockage supplémentaire FBA, on peut vous en donner. Vous avez besoin qu'Amazon fasse votre listing à votre place. Ça aussi, on peut le mettre en place. Amazon peut faire ton listing à ta place. Et pendant un an, et pas un jour de plus, Amazon va te pousser comme pas possible. Le but, c'est que tu décolles et qu'ensuite, ils te sortent du programme. Ils te sortent pas d'Amazon, ils te sortent du programme parrainage. Et ensuite, tu t'envoles et voilà. Et bonne chance. Et après, ils ont des programmes plus chers. Le programme SaaS, qui coûte assez cher. Et voilà. Ça, c'est pour les gros vendeurs. Mais déjà, pour commencer, c'est génial. Parce qu'Amazon a compris que les futurs très bons vendeurs de demain n'ont peut-être même pas commencé à vendre. Donc en fait, ils délèguent à des agences partenaires le soin de trouver les bons vendeurs. Mais Amazon veut aussi que tu développes. Ah oui, important. Il faut aussi que tu développes ta marque. Que tu achètes des trucs au Super U pour les revendre, Amazon, tu n'auras pas d'éligibilité sur la pub dans ce cas-là. Ils vont pas pouvoir faire ton contenu à plus le contenu concernant les private labels. Et il n'y a pas de listing à faire. Donc en fait, c'est un business model l'achat-revente qui est rentable. Hein, je dis pas le contraire, c'est super. On travaille avec Marvin de FBA Academy, ça se passe très bien. Le truc, c'est que c'est pas un programme, c'est pas quelque chose qui intéresse particulièrement Amazon. Amazon, ils veulent créer des marques propres assez fortes et d'une certaine façon que les gens aient un lien affectif avec cette marque. Je sais pas, une marque de ventilateur pour PC, j'en sais rien, une marque de chargeur, une marque d'épicerie, et qu'en fait cette marque tu ne la retrouves que sur Amazon. C'est ça qu'ils veulent faire. Voilà, en gros ça fait partie. C'est un critère aussi qu'on va prendre en compte. Ok, donc ils veulent développer le fait d'avoir des marques qui vendent uniquement sur Amazon, c'est pour ça qu'ils proposent ça. Voilà. Ils disaient que ça a un coût. Tu peux pas donner le coût, mais est-ce que tu peux donner un ordre de grandeur à peu près pour savoir Oui, non. Mais en fait, c'est vraiment pas cher du tout. Il faut que les gens y voient. Mais par contre, on est susceptible de changer le coût. C'est moins de 50 € par mois, quoi. Alors que tu peux avoir plusieurs milliers d'euros. On n'est pas dans l'ordre du millier d'euros. Enfin, non, mais il y a des agences qui font ça. C'est-à-dire qu'en fait, elles prennent ce programme, elles l'emballent, elles mettent plein de trucs autour pour ce qu'elles veulent, hein, et derrière, elles te vendent ça très très cher. Nous, le but, c'est que des débutants, déjà qui commencent, ils ont déjà plein de trucs à payer, ils ont Jungle Scout, une formation, on leur tape dessus. Le but, c'est qu'on donne la chance à tout le monde. Et nous, notre objectif est intéressé aussi. Il est juste différé dans le temps. C'est que on se dit, ces vendeurs, si ils cartonnent et qu'on a au début, s'ils font des boîtes ici ou même en France, on verra. Mais moi, je suis pas chaud pour prendre des boîtes, des parts de sociétés en France. Hein, tu t'en doutes, avec les impôts et tout, ça sert à rien. Surtout qu'en plus, les Chinois arrivent et on le sait parce qu'on a beaucoup de Chinois qui débarquent en UE. On voit bien qu'ils cassent les prix et des fois qu'ils gagnent pas d'argent. Ils font exprès pour tuer tout le monde. Je me dis si en plus on doit se taper le boulet de la fiscalité. Donc en fait, on se dit, nous, à terme, le but, c'est de pouvoir dire à des gens qui veulent faire du private equity, ou des vendeurs, ou des gens qui veulent faire de l'e-commerce sans vendre eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas le temps, on leur dit, bah écoutez, vous avez des économies, vous prenez pas tout, mais vous nous en confiez une partie, et on arrive au dernier volet de pourquoi la Bulgarie, le fonds d'investissement. Notre objectif à Souf, c'est de créer ici un fonds d'investissement. Notre société s'appelle Fenchel Capital. L'objectif, c'est d'avoir les licences qui nous donnent l'autorisation de gérer l'argent des autres. Je le dis avec beaucoup de gravité, c'est très dur d'avoir ces licences. Tu peux gérer ton propre argent, tu peux dire à des gens, des youtubeurs s'en privent pas, ouais, il faut investir sur Terra Luna, et ça se croûte, ça s'effondre. Tu suis mon regard, il y a des gens qui disent ça sur YouTube sans problème, hein, qui disaient ça. Et par contre, pour gérer l'argent des gens, leur reverser de l'argent et tout, il faut des licences. Un des endroits où c'est le plus simple à obtenir, c'est la Bulgarie. Voilà. Donc tu comprends aussi pourquoi on est là. C'est parce qu'ici, ça va être un endroit absolument génial pour fabriquer des produits, pour payer peu d'impôts, pour avoir un coût de la vie très faible, pour être conforme parce que tu es dans l'UE, donc tout est facile, tout est plus simple, et pour se financer, et pour revendre sa boîte. Donc en fait, le paradis de l'e-commerce, c'est ici. Et le truc incroyable, c'est que les Bulgares n'en ont pas conscience. Moi, je ne mets pas un euro sur une boîte gérée par un Bulgare. Je les connais trop bien. Mais je ne mets pas non plus 1 euro sur des gens qui ont des boîtes en France. Donc ce qu'on va faire, c'est que les Chinois, de plus en plus, c'est ce qu'on fait depuis des années, on leur ouvre des boîtes ici. Ok. Et comme ça, on a une forme de contrôle, de visibilité sur ce qui se passe. Et évidemment, tu payes quasiment pas d'impôts. Enfin, c'est un truc de dingue. Et pour revenir justement sur le côté juridique, donc tu as le côté partenariat avec Amazon, le côté fiscal, juridique de créer une boîte en Bulgarie. Donc, oui. je prends un exemple. Moi, je suis en France, je veux me lancer, je suis ton programme.
Donc le programme Amazon qui est d'une part qui permet d'avoir une mise en avant pendant un an et tout le programme d'accompagnement, Oui, etc. D'autre part, je décide de faire créer ma société en Bulgarie. Bon, je précise, on n'est pas fiscaliste, donc c'est tout à fait. Tu as bien raison de préciser. donné comme ça. Mais si tu peux m'expliquer un peu qu'est-ce que ça implique, où est-ce que je dois payer mes taxes, comment ça se passe? Oui, en tant que personne, alors il y a deux choses, les gens confondent souvent les deux, quand ils disent je, on comprend pas trop parce que des fois ils mélangent la boîte. Il y a deux choses. Il y a les sociétés, il y a des impôts sur ces sociétés, Ouais. et il y a les impôts sur les personnes. Ouais. Alors, j'invite les gens, s'ils veulent, parce que c'est au cas par cas en fait, souvent. S'ils veulent vraiment des réponses un peu plus précises, alors déjà, nous on travaille avec des fiscalistes pour le coup, mais globalement, je peux répondre à la plupart des questions. Donc, si les gens veulent, bah, ils nous contactent. Je sais pas, tu mettras un lien dans la description, j'en sais rien. Ils vont trouver Tap and Shell avec deux L sur Google. Ils Ouais, vont on trouver. mettra votre chaîne en Ouais, description. impeccable. Les gens peuvent venir nous contacter pour vraiment. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, Hmm. c'est que tu vois ce que c'est les règles CFC? On en a parlé, je crois déjà. Non, non, non. En gros, si tu as le droit en fait d'être résident fiscal français, de vivre en France et de piloter ta boîte en Bulgarie. Ou Ok. peu importe. D'ailleurs, ça peut être une LLC, une boîte à Hong Kong, parce que tout le monde parle des LLC ou des boîtes à Hong Kong ou Dubaï. Il faut savoir que quand tu vends sur Amazon, Amazon balance tes informations au fisc français, Ouais. ou au fisc luxembourgeois ou suisse ou canadien, tout dépend des personnes qui écoutent cette vidéo. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu vas, si tu ne te verses pas de salaire ou de dividende. Alors déjà, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est obligatoire de déclarer tes actifs à l'étranger. J'ai un compte Revolut à Hong Kong, bah, tu dois le déclarer. J'ai une société là, j'ai des parts là. Tu dois tout déclarer au fisc français. Et peu importe le pays, même si tu as une boîte sur la planète Mars, tu es obligé de le déclarer au fisc français, qui tôt ou tard le saura. Mais c'est pas parce que tu dis que tu as une boîte là que tu vas payer des impôts dessus. Tu commences, parce que cette boîte, elle est chargée ici, elle est ici, elle fait son exploitation ici. Et là, on arrive sur un truc un peu fin à un moment donné, c'est une règle CFC. Donc ensuite, tu vas te dire, ok, je me verse pas de salaire. Si tu te verses pas de salaire, tu n'as pas, ou de dividendes, tu n'as rien à payer. Donc ta société se développe, etc. Cependant, si la boîte peut être requalifiée comme une boîte française, si tu es en permanence en Bulgarie, en France, pardon, si tu n'es pas en Bulgarie, tu ne vis pas là et que tu vis tout le temps en France, et qu'en fait tu développes ta boîte de l'étranger, si toutes les décisions stratégiques sont prises en France, et c'est un peu fin, là c'est pour ça qu'il faut intervenir avec un fiscaliste au cas par cas où on pourra voir votre cas précis, la boîte peut être requalifiée comme étant une société française et payer les impôts comme si c'était une boîte française. Mais ça, c'est si ils font une enquête et qu'ils découvrent qu'en fait tu prends la décision en France. Si derrière ils visualisent par différents process qu'en fait les décisions sont prises ici à une véritable adresse, alors c'est bon. Sur le papier, c'est bon. De toute façon, je vais petite parenthèse, si vous voulez gagner de l'argent et pas payer trop d'impôts, partez de la France. Point barre. Parce qu'avec une LLC, une boîte à Hong Kong, peu importe la société dans le monde que vous voulez gérer en offshore, tôt ou tard avec la France, il va y avoir des problèmes. C'est un pays qui est surendetté, il y a trop de soucis pour que ça se passe bien. Ça ne pourra pas bien finir. Par contre, vous pouvez commencer avec une boîte offshore, peu importe laquelle, le mieux étant la Bulgarie si vous voulez vendre dans l'UE et les US d'ailleurs, parce qu'on peut s'étirer ensuite sur les US. Tout est plus simple, la TVA est plus simple, les banques ici, on peut vous ouvrir un vrai compte en banque, on peut vous donner jusqu'à 4 justificatifs de domiciliation de la boîte. Donc à un moment donné, partez. Soit ici, il n'y a même pas besoin de visa pour partir ici. Tu viens, tu t'installes, on peut t'aider à faire de la carte de résidence, ça coûte 30 € une carte de résidence. Et si tu as une société ici déjà faite, ça te permet en plus de justifier ton implantation. Et tu peux devenir résident fiscal ici et payer très très peu d'impôts. Quand je dis très très peu d'impôts, c'est très très peu d'impôts. Donc il y a plein d'avantages à venir vivre ici. Et puis tu peux toujours aller en France la moitié de l'année, c'est pas un problème, hein, ce que tu veux. Il y a deux conditions en fait, mais la plus importante c'est ça en fait. Oui, alors si c'est ça, c'est le taux d'imposition. Si on est à moins, si en fait la société offshore que détient à plus de 50% un actionnaire, un manager français, paye sur les profits moins de, si le taux est 50% inférieur à celui en France. Or, c'est le cas parce qu'en France, c'est 15%, je crois que c'est 42 500 €. Et passer les 42 500 €, tu me dis si je me trompe, je ne suis pas spécialiste français, tu dois payer 25% sur les profits. Voilà. La Bulgarie, au maximum, c'est 10%. Donc, on est dans ce cas-là. Et le deuxième cas, pour requalifier la société, c'est si tu es, je le répète, si toutes les décisions stratégiques sont prises d'un pays étranger, notamment du pays dans lequel tu vis, toi. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est pourquoi pas commencer une boîte ici, etc. Mais au bout d'un certain temps, il faut quand même se barrer. De toute façon, ça n'a plus aucun sens de rester en France. Alors tu vas me dire, ouais, mais j'ai ma famille. Eh ben, tu sais quoi, paye des impôts en France, c'est pas grave. Paye des impôts en France. Si tu aimes tellement les routes, le système de santé, les écoles, c'est génial. Moi, je ne dis pas du tout aux gens de partir. Je suis pas du tout de ceux qui disent faut s'expatrier. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Mais il faut savoir, on peut pas jouer sur tous les tableaux à un moment donné.
On peut pas avoir le RSA, la CAF, tu vois, on peut pas avoir un système de santé qui fonctionne comme il fonctionne. Sachant que le système de santé ici est très bon. C'est le pays le plus pauvre de l'UE. La ventoline, c'est le seul médicament que j'utilise. En France, à l'époque, c'était 15 euros et c'était pas remboursé complètement par la Sécu, qui est l'assurance santé la plus chère du monde, tout inclus. Ici, c'est 4 Oleva, ça fait 2 euros. Voilà. Et j'ai une assurance santé ici que je paye 90 euros par an. Et quand j'étais à l'hôpital public, j'ai été pris tout de suite. J'ai pas fait la queue dans les urgences pendant 10 heures. Parce que si tu veux parler un peu du niveau de vie ici, si tu as l'équivalent de 1000 euros par mois, tu vis très bien ici. Très très bien. Mieux qu'à Dubaï, mieux qu'à Hong Kong, mieux qu'aux États-Unis ou je sais pas où, mieux que sur des îles Vierges, j'en sais rien, ou Punta ou j'en sais rien. Ici, tu vis très très bien. Et tu es dans l'Union Européenne et tu es à 3 heures de Paris. Et puis tu n'es pas loin de la Turquie. Donc si tu veux la plage, le soleil, machin, c'est génial. En dessous de nous, on a la Grèce. En fait, les gens, ils pensent que la Bulgarie, c'est la Hongrie. Je sais pas pourquoi, ils pensent que c'est le polaire. Non, parce qu'en fait, Sofia, c'est froid. Mais c'est une vallée. Sofia, c'est dans les montagnes. Nous, on est sur la plaine. On est à 160 mètres de hauteur par rapport au niveau de la mer. Ouais. Donc, ici, et pour parler un petit peu de la vie en Bulgarie, justement, on en avait un petit peu parlé la dernière fois. Ouais. À côté de la vie pro, la vie perso, ça ressemble un petit peu à quoi pour toi? Encore une fois, la ville dans laquelle je suis, c'est pas la capitale, donc il y a beaucoup de trafic de voitures, mais beaucoup moins que dans d'autres villes. On est dans une ville qui fait 350 000 habitants. Ils aiment beaucoup la voiture ici, donc les villes en Bulgarie sont un peu polluées. La nourriture est pas très bonne, je suis désolé de le dire. Il y en a qui vont dire ah mais non c'est trop bon. Bah, trouvez-moi une recette très connue bulgare qui est bonne. Je suis désolé. D'ailleurs, t'as jamais entendu parler la fameuse cuisine bulgare. Tu vois, c'est même dans Le Père Noël est une ordure. Je sais pas si tu connais le fameux doubichou de Sofia qui est roulé à la main sous les aisselles. Pour ceux qui ont la ref, c'est qu'en fait la nourriture des Balkans est pas très bonne quoi. Okay. C'est très gras, c'est pas équilibré. Donc pour manger bien ici, équilibré, il faut payer aussi cher qu'en France. Les surgelés picards français sont en fait de très haute qualité et valent largement les restos ici. Okay. Alors évidemment, il y a des petites adresses et tout, tu peux te faire à manger, mais globalement, ils mangent des poulets ukrainiens qui sont gavés aux hormones. Ils meurent à 60 ans ici, c'est un pays qui fume beaucoup, qui boit beaucoup. Au niveau de l'hygiène de vie, tu seras mieux au Vietnam, tu vois, à ce niveau-là. Par contre, au Vietnam, il faut supporter les températures, il fait chaud, humide. Mais si tu veux manger pas cher et que la nourriture, c'est le centre de ta vie, c'est l'Asie du Sud-Est. Tu vois, ou certains pays africains qui font vraiment manger pour pas cher et c'est délicieux. Ou l'Amérique latine, et encore, faut aimer manger épicé. Mais la Bulgarie, c'est vraiment pas connu pour la cuisine. L'avantage, c'est que l'immobilier est probablement l'un des moins chers, le coût de la vie est le moins cher aussi, et l'électricité est aussi la moins chère de l'UE. Donc pour faire du minage de crypto, c'est top. Voilà. Donc l'immobilier est vraiment, vraiment, vraiment pas cher ici. Tu peux avoir dans le centre-ville un superbe appart. Eux, ils appellent ça des chambres. En fait, nous, on compte les pièces en France, mais ils comptent donc pour avoir une salle de bain, un salon, salle à manger, une chambre, un balcon privatif, puis une salle de bain bien, quoi. C'est environ 350 € dans notre centre-ville ici. Voilà. Par contre, t'as pas les APL. Mais c'est top. Et c'est très, très facile, en tant qu'étranger, d'avoir un appartement. Il n'y a pas besoin tu déposes un mois de caution, mais ils vont pas te dire c'est quoi tes salaires ou quoi. Donc, c'est très facile de s'installer ici. Avoir un bureau, c'est très facile aussi. Vous avez un bureau d'ailleurs de 220 mètres carrés pour 900 € par mois. Oui, à peu près. Ouais. Sachant que c'est un des immeubles les plus, les mieux situés de la ville, parce que à 200 mètres tout autour de nous, déjà on est plein sud, mais à 200 mètres tout autour de nous, il y a rien. C'est-à-dire il y a la route, il y a le fleuve, il y a la forêt, il y a rien, et on est au centre-ville. Donc on est dans le quartier on est dans le quartier les plus chers de la ville. Il y a plusieurs quartiers ici qui sont un peu cossus. Il y a le quartier dortoir dans lequel on est, qui compte les gens les plus les notables, les notaires. Enfin les notaires, non, c'est des clochards ici. Les gens les plus riches ici s'installent dans notre quartier. Et nous, on est au dernier étage et on a tout l'étage est privé en fait. Il y a des gens en dessous de nous, des bureaux, il y a un avocat, il y a des familles. C'est juste qu'on est au 6e étage et qu'il n'y a pas d'ascenseur. Ça, c'est juste voilà. En fait. Les immeubles bling-bling qui viennent de sortir de terre sont très sonores, mais sont très beaux, très design. Donc les étrangers se font avoir. Et quand ils n'arrivent pas à dormir au bout de 3 jours, ils vont dans les hôtels et ils changent. Et ils vont dans des blocs soviétiques qui en fait sont refaits à l'intérieur. De l'extérieur, c'est horrible. Comme dans tous les pays de l'Est, l'extérieur, tu te dis mais comment les gens peuvent vivre là-dedans? Et quand tu arrives à l'intérieur, c'est incroyable. D'ailleurs, excuse-moi, la dernière fois qu'on s'est en appel, j'ai tapé le nom de ta ville, Ploville, j'ai mis Google Maps au hasard. Je suis tombé sur des bâtiments qui avaient une gueule. Je me suis dit, c'est quoi ces bâtiments? Alors, ça dépend. Il y a des quartiers comme ça. Nous, on n'est pas dans un quartier comme ça, mais il y a des quartiers. En fait, il faut savoir ici, on peut en parler parce que les Bulgares, ça aussi, il y a un truc, c'est que les Français pensent que les Bulgares sont des Roms, en fait.
Ouais, Tu vois, ok. en fait, ce sont des blancs qui ont des origines ethniques. On est entre, ils appellent ça le proto-bulgare, du grec, du turc, parce qu'ils ont été envahis 500 ans par la Turquie. Donc il y a des noms turcs, des mots turcs, de la cuisine turque. D'ailleurs, la cuisine turque est plutôt bonne ici. Pour manger frais, il faut manger turc. Et il y a aussi des origines russes, des slaves. Donc il y a aussi des yeux bleus, etc. Et tu as une communauté rome très importante. Alors les Bulgares disent entre 1 et 2 millions de Roms pour un pays de 6 millions. Et en fait, ils appellent ça les Dzigani. Et les Dziganes, ce sont en fait des gens qui vivent dans leur petite ville et dans leur quartier. Ils ont des quartiers dédiés, tu vois, où il n'y a qu'eux qui peuvent aller en gros. Et ils font des jobs de. euh, pas vraiment cool, puisqu'en fait, c'est eux qui ramassent les papiers par terre. C'est une société. Ça aussi, c'est bizarre parce qu'on a 3 heures de Paris. Et si tu connais un peu Singapour ou la Malaisie, tu vois qu'en fait, c'est un peu racialisé. C'est-à-dire que tu as, par exemple, en Malaisie, en Singapour, les Indiens font un peu les petites tâches. Tu vois, les tâches un peu pénibles, ramassent les poubelles. Ensuite, tu as les Chinois à Singapour, par exemple, qui font le business, et les Malais gèrent les Malais, ouais, et puis, je parle de la Malaisie et Singapour, mais c'est à peu près pareil. Les Malais gèrent un peu la politique. En gros, c'est ça. Tu vois. La Bulgarie, tu as les Bulgares et tu as les Roms. Et on voit bien en fait qu'ils ne se parlent pas, ils se croisent pas, ils se mélangent pas. Par exemple, les taxis ne prennent pas les Roms. Les taxis ici, c'est l'équivalent des bus parce que tout le monde utilise les taxis. Et en fait, les taxis ne prennent jamais les Roms et les Roms ne demandent jamais le taxi. Les filles, disons les filles de joie ici, ne travaillent pas avec les Roms. C'est une population qui est là, mais qui vit à côté. Et par exemple, ils se déplacent en calèche, avec des machines à laver dedans. Donc ils fouillent les poubelles, ils ramassent du métal, ils les font fondre, etc. Ouais. Ils ont quelques aides sociales aussi, qui leur permettent de tenir, mais ils vivent en fait dans des taudis, quoi. Parce que... Par contre, des fois, ils font des marchés où c'est les seuls à avoir des produits hyper compétitifs. Je sais pas où ils vont les chercher. En Turquie peut-être, mais je suis pas spécialiste. Mais je sais qu'il y a des gens qui me disent, par contre, il y a un marché là-bas, et si tu y vas pour acheter, il va rien t'arriver. Donc j'essaierai peut-être un jour. Ils font aussi de l'artisanat. Ils font des chaises, des meubles, des vêtements aussi. Ils font des broderies, des trucs comme ça. Donc c'est assez particulier parce que nous, on est dans une société à l'ouest, je parle. Moi, j'y suis plus, donc j'ai l'habitude maintenant. Mais pour les étrangers qui viennent, c'est assez étrange de voir une société où tu as des communautés. Vraiment, c'est clair, hein, tu as des communautés. Et même entre les Bulgares, tu as les paysans qui ont un accent spécial. Tu as les gens un peu de la ville qui sont un peu au-dessus. C'est pas de la méchanceté, hein, c'est juste que chacun est de son côté. Et ça leur va bien. Là, on vient de rentrer dans Schengen il y a quelques semaines, et les Bulgares sont contents parce qu'ils disent super, les Gitans, les Gitans, ils vont partir en Allemagne en fait. Ils vont quitter. Je sais pas s'ils vont quitter. Donc les bâtiments que tu as vus, c'est sûrement un quartier pas très beau, mais il y a encore des quartiers pas très beaux, habités par des Bulgares aussi, mais ils sont à l'intérieur, c'est bien. Ça dépend des quartiers. Vraiment, tu peux passer d'un taudis tout d'un coup. C'est un peu comme Paris, hein. Il y a des quartiers, je suis désolé, il vaut mieux pas y traîner. Quelques kilomètres plus loin, t'es aux Invalides, c'est magnifique, c'est tout propre, il n'y a pas un papier par terre. Mais c'est un pays pauvre ici quand même. C'est-à-dire qu'il y a des zones très pauvres. Moi, je vois des gens fouiller dans les poubelles tous les jours. Tous les jours. Et c'est pas forcément des Tziganes, hein, ça peut être les personnes ici, les vieilles personnes ici ont vraiment la dalle. Il n'y a pas de système de retraite. Nous, ce qui nous coûte très cher en France, c'est le système de retraite. Ça coûte une fortune. D'ailleurs, ici, ceux qui ont les 4x4 et les grosses voitures, ce sont des jeunes de 30 ans, 40 ans. 20, 30, 40. En France, ce sont les boomers qui ont les voitures. Les grosses voitures. Les mecs aux cheveux blancs, ils sortent avec leur petit polo Ralph Lauren. Ça, c'est l'Occident. L'Orient, les Balkans, ce sont les jeunes ici. Parce qu'ici, tu crées une entreprise, on va tout te laisser. Ton pognon, il est pour toi. Et en plus, puisqu'ici, ils n'utilisent jamais la carte quasiment, ils utilisent tout le cash, ils déclarent quasiment rien. Ce qui n'est pas le cas quand on fait de l'e-commerce, désolé, il faut passer à la caisse, mais c'est très peu. Et en fait, ici, quand tu es jeune, ici, les jeunes, en fait, ont de l'espoir, ont de l'avenir et font des enfants, quand même. Et ici, pour une famille, c'est parfait. Surtout la ville dans laquelle on est. Tu veux une famille ici, c'est génial. Ok, top. Sur ta chaîne, tu parles un petit peu de ces sujets-là, de la Bulgarie. Ça va venir. On va attendait venir. d'avoir l'offre complètement prête, on préfère différer. En fait, on Ouais. fait déjà des sociétés, mais avec des prête-noms. C'est légal, hein, ce qu'on fait, c'est légal, c'est juste que c'est très cher et c'est pas du tout adapté à tout le monde, c'était surtout pour nos clients chinois. Là, on va ouvrir la Bulgarie, l'expatriation perso, mais aussi la création de société, à tout le monde, à des prix accessibles, avec des process accessibles. Voilà, donc on va en parler là dans les semaines qui viennent. J'ai tourné des vidéos là, donc ça devrait bientôt sortir. Ok, ça marche. Bah, ça fera une bonne conclusion. On va mettre le lien de ta chaîne en description. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez consulter sa chaîne en description. Rémi, je te remercie beaucoup d'avoir partagé tout ça. C'était cool. On apprend plein de trucs et on attend les vidéos en Bulgarie, des calèches avec des machines à laver à l'arrière et tout ça. Et d'autres vidéos un peu plus business où ça parle de fiscalité, etc.
Je te remercie d'avoir partagé tout ça. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Et on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode de Business Vrai. Salut, ciao.